Ouais, Babi a aussi information, tout est juste, tout est clair. Jeunesse congolaise au travail, il y a grand prêtre responsable, Pierre Moulumba. Oh, je n'ai pas taya, pas bébé Nzambéa. Image qui qu'on a formé à Congo, basa kolanda, chebango basalirie. Yo, la boloké na leli, Nzambéa batela yoé. Pierre Moulumba na ebio, koko mako, wereus. Mesdames, Messieurs de la presse, bonsoir, nos vœux les meilleurs. Ce soir, on se voit pour la dernière fois avant l'année prochaine. On va commencer par vous dire merci parce que nous avons commencé avec vous cet exercice depuis notre nomination et nous avons cheminé ensemble. J'espère que l'année prochaine, nous trouverons d'autres modèles qui permettront au gouvernement d'être plus expressif et plus visible pour que les populations comprennent la tâche que nous faisons. Vous l'avez vu, ce soir, nous allons discuter du nouveau mandat de la mission des Nations Unies à RDC, mais aussi de la collaboration qui existe entre le gouvernement et la République démocratique du Congo. Depuis que nous sommes arrivés aux responsabilités, nous parlons du changement de narratif. Eh bien, ce changement de narratif, c'est récent aussi dans la collaboration avec la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Est. Il y a des opérations conjointes qui se font avec les casques bleus des Nations Unies, mais pas seulement les opérations militaires, mais il y a aussi des opérations de consolidation de la paix, des opérations de police, de projets communautaires. Nous allons passer en revue tous ces sujets, mais nous aurons aussi l'occasion de vous donner la parole pour que vous puissiez interroger les Nations Unies une nouvelle fois sur sa position par rapport aux opérations conjointes, parce qu'il y a eu une polémique à ces sujets. Et donc voilà, l'idée c'est de dire que 2022 va commencer. Il faut que dans nos têtes, nous tous nous sachions, la MONUSCO va travailler de ce fait, de ce point, le gouvernement de ce point, ou par exemple l'Ouganda pour les opérations conjointes, tant qu'elles seront là, on se dira, la MONUSCO jouera tel rôle. Madame la représentante spéciale du secrétaire général, mes voeux le meilleur à vous, même s'il y a quelques jours nous avions partagé des plateaux de dialogue entre Congolais, mais ici c'est un exercice des redevabilités sur le cadre gouvernemental. Nous vous remercions de vouloir vous associer à cet exercice parce qu'aujourd'hui il y a des choses qui seront dites qui vont concourir à une meilleure perception de la collaboration qui existe entre votre organisation et la République démocratique du Congo. Je rappelle que vous êtes ici, ça fait 9 mois, et qu'avant de venir ici, vous étiez basé à New York et vous suivez toutes les questions liées aux 54 pays africains. Bienvenue en République démocratique du Congo et bienvenue sur ces plateaux du briefing. Je voudrais donc vous donner la parole pour vos mots introductifs et par la suite nous donnerons la parole aux professionnels de médias qui sont là pour des questions spécifiques. Voilà, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le Ministre, merci infiniment. Merci aussi pour les vœux que je retourne aussi à la presse et aux médias. Monsieur le Ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, chers représentants de la presse, c'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous ici aujourd'hui pour cette conférence de presse. Je remercie chaleureusement le ministre Patrick Mouyaya pour son invitation et le remercie également, comme il vient juste de le dire, d'avoir accepté d'être l'invité au dialogue spécial entre Congolais à Radio Okapi le mardi 28 décembre. Cette conférence de presse est pour moi bien davantage qu'un exercice de communication. Elle démontre que la MONUSCO et les Nations Unies dans leur ensemble sont bien les partenaires des autorités congolaises et s'inscrivent dans une logique d'appui et de soutien à tous les efforts entrepris pour ramener la paix et la sécurité sur tout le territoire de la République démocratique du Congo. J'ai été bouleversée par l'attaque à la bombe qui a eu lieu à Beni le jour de Noël et je réitère mes condoléances les plus sincères aux familles des victimes ainsi qu'un rétablissement le plus rapide possible pour les blessés. La MONUSCO a immédiatement renforcé ses patrouilles de nuit dans la ville
mobilisant ses policiers et ses militaires, et le service anti-mine des Nations Unies s'est rendu sur place aux côtés de votre police pour soutenir l'enquête. Je suis pleinement consciente que cette nouvelle tragédie ne fait qu'ajouter aux souffrances des populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous continuerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir votre armée, y compris par des opérations offensives conjointes FARDC-MONUSCO contre les groupes armés les plus violents et les plus barbares, en particulier les ADF et la Codeco. Ces opérations ont commencé et vont se poursuivre. C'est le sens de la collaboration renforcée que nous avons avec votre armée. Et nous nous tenons également prêts à compléter les efforts faits par les forces de sécurité congolaises dans le cadre de ces opérations conjointes avec l'armée ougandaise pour une mutualisation des efforts efficaces et coordonnés. Cette année a aussi été marquée par deux événements majeurs. D'abord, la persistance de la pandémie de Covid-19 aux conséquences certaines sur la vie des Congolais et le contexte socio-économique national et mondial. Ensuite, l'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai. La MONUSCO a mobilisé ses hélicoptères pour surveiller l'évolution de l'éruption et ses troupes ont aidé à sécuriser la ville, tandis que les agences des Nations Unies, avec tous leurs moyens, se sont tenues auprès des autorités et de la population de Goma dans une période de crise majeure. Chers amis, je me dois ici de lancer un appel à toutes les communautés de la République démocratique du Congo, à toutes les bonnes volontés. Les violences intracommunautaires sont aussi la source des malheurs de la population à l'Est. Je pense par exemple aux 70 000 personnes qui vivent sous la protection des casques bleus à Roé en Ituri, ainsi qu'aux dizaines de milliers sur les hauts plateaux du Sud Kivu. Chaque Congolaise et chaque Congolais doit choisir, sans ambiguïté, la paix et la construction d'une société où les conflits, les éventuels différends, trouvent une résolution pacifique basée sur l'état de droit. Je m'inquiète notamment de la prolifération de fausses informations et de messages de haine, en particulier sur les réseaux sociaux, une tendance contre laquelle la presse, vous tous ici, avez un rôle essentiel à jouer. La MONUSCO continue de soutenir toutes les organisations, tous les individus, autorités locales, leaders communautaires, chefs coutumiers, femmes et jeunes engagés pour la paix et la stabilité. Car ce sont les communautés elles-mêmes, les Congolaises et les Congolais eux-mêmes qui ont les clés de la paix. Alors que le mandat de la MONUSCO a été renouvelé pour une année supplémentaire, alors que les populations à l'est du pays continuent d'être victimes de la violence de groupes armés étrangers et nationaux, je le dis sans vraiment aucun goût pour la provocation. Créer les conditions nécessaires à un départ définitif des casques bleus de la République démocratique du Congo est notre objectif principal. J'entends souvent que la MONUSCO travaille à justifier sa présence sur le sol congolais. Rien n'est plus faux. Personne, et certainement pas moi, ni votre gouvernement, ne peut se satisfaire de la présence continue de militaires étrangers sur le sol congolais, même si elle continue d'être nécessaire et au-delà de la dépendance de la République démocratique du Congo à l'aide humanitaire et internationale. Je continue de respecter pleinement le droit de chacun de critiquer la mission. Mais je souhaite de tout cœur que l'on puisse changer le narratif habituel et convenu sur notre travail, qui rejaillit aussi, malheureusement, négativement sur les progrès qui ont été faits par votre pays. La reconstruction de l'État avance. La violence des groupes armés ne touche plus que 10% des territoires du pays. On parle de 3 provinces sur les 26 qui existent dans le pays. Les processus démocratiques et électoraux, toujours fragiles, se renforcent. Les forces de sécurité nationale
gagne en compétences et en efficacité, et la promotion et la défense des droits de l'homme trouvent un écho grandissant grâce à une société civile et constructive. Néanmoins, pour partir de manière responsable et durable, il nous reste un travail à finir, conformément à la volonté du Conseil de sécurité des Nations Unies et de vos autorités. Il nous faut continuer à consolider l'autorité de l'État sur la totalité du territoire national et créer un environnement protecteur pour la population. Un environnement protecteur, ça veut dire des policiers en mesure d'assurer le maintien de l'ordre partout, des militaires dédiés à la défense des frontières après avoir neutralisé les groupes armés nationaux et étrangers, une justice disponible pour régler les différends de manière pacifique et mettre fin à l'impunité, et des services sociaux de base, éducation et santé en tête, accessibles à tous. Tels sont les fondamentaux sur lesquels nous travaillons avec les autorités et nos partenaires. Je le sais pour l'avoir moi-même constaté lors de mes rencontres à Kinshasa comme au plus profond des provinces reculées. Dire que la principale richesse de ce pays est sa population, femmes, hommes, jeunes, d'une résilience et d'une énergie extraordinaire n'est pas un lieu commun. Ce Congo, qui ne demande qu'à briller et qu'à assumer pleinement donc tous les domaines pour devenir un moteur en Afrique, peut compter sur les Nations Unies pour l'accompagner aujourd'hui et demain, sur le chemin de la paix, de la prospérité et du développement. Paix, réconciliation communautaire, cohésion sociale, renforcement de la démocratie, prospérité et développement, voilà mes vœux à la population pour cette nouvelle année qui commence et je vous remercie. Oh. Naton Tombeli dit Bimo, Mbula Yassika et l'amour. Naton Tombeli Bino Mbula Sika et l'amour. Voilà Madame Bintou, merci pour vos mots. Vous avez décrit le nouveau narratif justement parce que très souvent, lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo ou même de la mission des Nations Unies en RDC, on le regarde sous le prisme de ce qui ne marche pas. Mais il y a des progrès qui ont été accomplis. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire le nouveau mandat, donc la résolution, je crois, 2656, je vais trouver 2612, qui a été adoptée en décembre, le mois courant, vous allez lire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été saluées, qui sont faites à notre niveau, au niveau du gouvernement, notamment la volonté politique nécessaire pour assurer la promotion des droits de l'homme, consolider la démocratie, rétablir l'autorité de l'État et ramener la sécurité à tous les coins de la République. Ceci dit, nous allons passer à la série de questions. Je souhaiterais que nous puissions être droit au but pour nous permettre de répondre au maximum et de terminer dans le temps. On va commencer par Madame Rita Itota. Merci, Excellence. Madame la représentante du secrétaire général de l'ONU, plus de 20 ans en République démocratique du Congo, la MONUSCO est la mission la plus importante en termes de casque bleu, en termes de moyens financiers et même en termes de moyens logistiques. Êtes-vous fier de votre bilan en RDC? Et comment vous expliquez la persistance de l'insécurité au pays? Une des missions de la MONUSCO, c'est la protection des populations civiles. Et cette même population vous a toujours demandé de partir. Mais vous estimez que vous devez continuer à consolider l'autorité de l'État. Pensez-vous vraiment, êtes-vous sûr que ce que vous n'avez pas pu faire en 20 ans, vous allez le faire maintenant? C'est fini, Madame? Voilà, c'est bon. Vous en avez encore? D'accord. Ok. Oui, Madame, allez-y. Alors, quelle surprise cette question. C'est la même que j'entends depuis que je suis arrivée au Congo. Exactement la même. Alors peut-être je peux répondre que déjà les missions de maintien de la paix ont évolué. La MONUSCO n'est plus la plus large, importante mission de maintien de la paix. C'est la seconde maintenant. Il y a d'autres missions
dans d'autres pays qui ont pris le dessus en termes de nombre de troupes et en termes de nombre de moyens. D'ailleurs, par rapport à la nouvelle résolution, nous avons sur l'année 2021, le budget 2020-2021, nous avions un plafond de 14 000 troupes. La nouvelle résolution nous dit que nous aurons 13 500 troupes. Donc c'est une réduction. Et aussi par rapport aux aspects de protection des civils, je sais que chaque fois qu'il y a un mort, ça remet en cause tout le travail qui est fait par la mission. Mais je voudrais rappeler ici qu'il y a plus de 80 000 personnes qui sont gardées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par les casques bleus. Et il y a plus de 1 million et quelques de personnes qui sont dans les 4 provinces et qui sont bénéficiaires des appuis que fait la mission et aussi à travers l'assistance humanitaire. Et donc là, très clairement, je crois qu'il faut revisiter le narratif par rapport à ces 20 ans où il n'y a rien. Et lorsque je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la mission qui était là depuis 20 ans, comme vous dites, mais le pays n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, nous avons 3 provinces, l'Ituri et le 2 Kivu, où on a des problèmes d'insécurité. Et entre-temps, en 20 ans, il y a eu 3 fois des processus électoraux. Il y a eu des progrès qui ont été accomplis, il y a eu la sécurité qui a été rétablie, il y a eu l'autorité de l'État qui a été instaurée dans toutes les provinces qui étaient sujets à des problèmes sécuritaires. Ici, c'est même cela la nécessité pour nous de communiquer plus régulièrement pour qu'on essaie de regarder l'autre face de ce qui se passe. La vérité, c'est que le pays connaît des défis qui sont liés à l'existence même de l'État. La mission des Nations Unies, ce n'est pas elle qui va faire le travail de la construction du pays, c'est une mission qui est venue en appui par rapport à des menaces bien ciblées et bien spécifiées. Aujourd'hui, nous parlons de retrait depuis quelques années. C'est un processus qui a commencé. Par exemple, l'année prochaine, si les conditions sont réunies, la MONUSCO va se retirer de la province du Tanganyika. Ça procède justement de cette stratégie du gouvernement de reprendre progressivement la main dans toutes les autres provinces. Prochaine question, Élisée Odia. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la représentante, le 7 décembre dernier, la MONUSCO signait un accord de synchronisation des opérations avec les FARDC. Juste savoir avant comment se passait la collaboration. Chaque acteur évoluait à sa façon depuis plus de 20 ans, où vous avez décidé ainsi. Quand est-ce que vous avez levé l'option? Et aussi par rapport à aux opérations conjointes FARDC, armée ougandaise, la position de la MONUSCO reste ambiguë. Soutenez-vous, oui ou non, cette opération conjointe FARDC, armée ougandaise, mais aussi, n'est-ce pas là un aveu, n'est-ce pas là une preuve que la MONUSCO a échoué parce que la République démocratique du Congo est en train de recourir à d'autres forces pour essayer de lutter contre les terrorismes. Et une dernière question pour le ministre Mouyaya. Pensez-vous que les FARDC et l'armée ougandaise vont réussir là où la MONUSCO, avec tous les moyens, semble avoir échoué pour certains? Alors, je me permets de répondre avant, je reviendrai sûrement après. Non, il ne faut pas considérer que la MONUSCO a échoué. Vous savez, dans tous les pays du monde, le risque zéro n'existe pas. Et pour un pays immense comme la République démocratique du Congo, qui a des problèmes structurels liés parfois à l'existence de l'État ou à la présence de l'État à tout le coin, il y a des défis de ce genre. Les défis auxquels nous faisons face actuellement, c'est un ennemi qui s'appelle terrorisme. C'est un cancer qui s'est métastasé. Les terrorismes partout au monde se combattent en coalition. Le fait de vouloir faire des opérations ciblées avec l'armée ougandaise n'est pas incompatible avec la mission que la MONUSCO faisait avant. Cela ne veut pas dire non plus que la MONUSCO a échoué, non pas du tout. Parce que par rapport à la menace à laquelle nous faisons face, vous avez vu, aujourd'hui on peut demain obtenir le soutien de l'armée américaine. Cela ne voudrait pas dire que la présence de la MONUSCO est un échec. Toutes les forces sont les bienvenues dans la mesure où ça nous permet très vite de régler ces problèmes pour éviter que cela ne fasse encore plus de dégâts. Donc c'est dans cette dynamique d'ensemble qu'il faut regarder.
vous regardez l'ennemi, le terrorisme, vous regardez comment il se combat. Si les États-Unis, qui sont la première puissance mondiale, ils ont tenu cette année, je crois, en juin à Rome, une réunion de tous les pays qui veulent faire partie de la coalition contre le terrorisme, ça veut tout dire. Et donc, il y a sûrement des choses qui n'ont pas été bien faites, qui n'ont pas été bien coordonnées avec la MONUSCO, mais je ne pense pas qu'il s'agit d'un échec tel qu'on en parle, parce qu'il faut connaître la région, il faut connaître la zone, il faut connaître le type d'opération qu'il faut pour arriver à de telles conclusions. Mais ici, c'est justement parce qu'il y a eu ces expériences, notamment avec la MONUSCO, qui n'ont pas peut-être donné les résultats pour ces sujets spécifiques qui concernent les ADF, qu'il y a un besoin d'avoir une plus grande mobilisation, qui commence évidemment par les Ougandais, mais si par exemple nous avons l'appui en termes d'intelligence ou des renseignements américains, ils sont les bienvenus parce qu'ils ont envoyé des forces spécialisées. Voilà, madame. Très bien. Alors, je sens dans la question des jugements, très clairement, des présupposés auxquels le ministre a déjà répondu, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais juste, il n'y a absolument zéro ambiguïté dans la position de la MONUSCO vis-à-vis des opérations conjointes entre la FARDC et UPDF, l'armée ougandaise. D'abord parce que, très clairement, quand vous lisez les résolutions du Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité dit « les pays sont souverains ». La RDC est souveraine et elle a le droit de décider de se mettre en partenariat avec n'importe quel État. Et là, dans le contexte, il y a un partenariat bilatéral, un agrément militaire bilatéral avec l'Ouganda. Nous le respectons. Nous sommes membres des Nations Unies, nous sommes secrétariat des Nations Unies pour accompagner le pays qui s'appelle RDC. RDC fait ses choix, décide et nous respectons. Et ensuite, très clairement sur la question de la mutualisation des efforts, dans mon propos liminaire, j'ai dit très clairement qu'il y a les opérations offensive conjointe entre la FARDC et la MONUSCO. Il y en a eu plusieurs. Ce n'est pas la signature du document la dernière fois qui est nouveau. En fait, ce sont des accords qui existent déjà depuis 2017-2018. C'était une mise à jour des règles et des procédures de travail entre la FARDC et la MONUSCO, la force onusienne. Donc il n'y a rien de nouveau. C'est une continuité. Il s'est juste trouvé que hasard de calendrier, c'est tombé à ce moment-là où il y avait les opérations offensives conjointes entre la FARDC et l'UPDF, mais c'est un travail en continu. On n'a pas un avant les opérations avec l'Ouganda et il y en a après. On a une continuité du travail de la MONUSCO avec la FARDC. Et je peux vous dire que le partenariat entre la FARDC et la MONUSCO, la force onusienne, elle a énormément évolué, énormément changé. Est-ce que ça veut dire que tout est parfait? Certainement pas. Il y a encore des défis parce que, notamment sur les politiques de conformité, de diligence voulue en matière des droits de l'homme, il y a encore, et je pense que ça a été dit lors de l'émission entre Congolais, spécial Congolais avec le ministre, il y a encore des incompréhensions autour de pourquoi est-ce que la politique de diligence voulue en matière des droits de l'homme est fondamentale dans la manière dont nous, MONUSCO, nous pouvons appuyer un pays. Et je le répète, 193 États membres des Nations Unies, la RDC fait partie de ces États membres. Voilà, merci. J'aime Kisangani aussi, j'aimerais bien avoir le t-shirt. Madame Neige Moussangi. C'est très féminisé. Hein. Oui, pourquoi est-ce que c'est fait exprès? Merci, Monsieur le Ministre. Ma question, je la pose à Madame Bintou. Vous avez déploré la récente attaque terroriste de Béni. Mais pourquoi la MONUSCO ne qualifie-t-elle pas les ADF des groupes terroristes? Qu'attendez-vous? Alors, la MONUSCO répond aux impératifs des États membres du Conseil de sécurité. Il y a 15 États membres au Conseil de sécurité. Un des États membres a donné un qualificatif de ADF comme groupe terroriste. Nous en avons pris acte et lorsque j'ai briefé le Conseil de sécurité, je l'ai dit très clairement, nous avons pris acte. Maintenant, la question de voir la qualification,
les groupes d'experts, ce sont eux qui, lorsqu'ils vont remettre leur rapport au niveau du Conseil de sécurité et que le Conseil de sécurité, dans notre mandat, va qualifier le ADF de ce label, à ce moment-là, ça devient une chose différente. Mais je vais vous dire, le chef de l'État m'a posé la question dès que la dénomination a été faite, en disant qu'est-ce qu'il y aura de différent pour la MONUSCO. J'ai dit, monsieur le chef d'État, Excellence, monsieur le Président, nous continuerons à faire le travail tel que nous l'avons fait jusqu'à maintenant. La réponse terroriste n'est pas une des réponses pour les opérations de maintien de la paix. Et c'est la raison pour laquelle il y a des coalitions qui sont formées. On le voit au Sahel, on le voit pour lutter contre Boko Haram, on le voit pour lutter contre les terroristes en Mozambique, etc., etc. Ce sont des outils complètement différents. Il ne faut pas mélanger les outils. Voilà, on va prendre Didier Kebongo et puis on reviendra sur Madame Rachel et puis ce sera Richard Chako. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, ma question s'adresse à Madame Bintou. La résolution 2612, présentée par la France et adoptée par le Conseil, demande à la MONUSCO de consolider son empreinte en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu, les 3 provinces où un conflit actif persiste. Quel rôle jouent les casques bleus dans l'état de siège et naturellement dans les opérations conjointes avec l'Ouganda? Le rôle que joue le casque bleu pendant l'état de siège et dans les opérations conjointes avec l'Ouganda. Avec l'Ouganda? Oui. Voilà. Je viens juste de répondre, monsieur. Dans l'état de siège. Le rôle de la MONUSCO, les casques bleus par rapport à l'état de siège. Voilà. Alors, très clairement, encore une fois, l'état de siège, dans le cadre de la coopération et de notre mandat du Conseil de sécurité, la 2556, pas la nouvelle, la 2556 qui demande à ce que nous appuyions les forces de sécurité nationales, parle à la fois de FARDC et de la PNC. Ce sont les forces de sécurité que nous devons appuyer. Maintenant, sur la question des opérations pendant l'état de siège, il y a eu plusieurs opérations conjointes entre la FARDC et la MONUSCO, la force onusienne, et à travers aussi la brigade d'intervention qu'on appelle le FIB, puisque je pense que c'est comme ça que cette brigade est connue. Au mois d'août, du 7 au 17 août, il y avait des opérations conjointes. Au mois de mai, il y a eu des opérations conjointes. Et vous voyez que tout ça n'est pas concomitant avec le 30 novembre, avec l'arrivée des militaires ougandais. Donc, on continue le travail que nous avons à faire. Et là, juste peut-être pour préciser, parce que très souvent, on nous pose la question, mais on n'écoute pas notre réponse. Il y a plusieurs aspects et je veux juste prendre le temps pour, puisque j'ai l'occasion, j'ai le pupitre. Hein. Mais je vous en prie, allez-y. J'ai le pupitre, donc je vais l'utiliser pour vraiment dire que, voilà, il y a des choses très spécifiques et qu'il faut connaître. Alors, la MONUSCO, quand elle soutient la FARDC, dans la période de l'état de siège. D'ailleurs, nous avons fait un rapport qui a été remis au ministre de la Défense dans le cadre de son évaluation. Alors, il y a le combat, le soutien au combat. Qu'est-ce que c'est que le soutien au combat? C'est des opérations conjointes au Nord Kivu et en Ituri. C'est aussi le soutien aérien. C'est aussi indirectement l'appui feu. C'est artillerie. C'est aussi toutes les missions de reconnaissance aérienne avec les drones. Et là, ces informations qui sont captées par les drones sont remises de manière systématique à la FARDC. C'est aussi les renseignements qui sont partagés. C'est aussi le convoyage d'escorte avec... sur la route RN4, même si les gens ont décrié, et nous sommes les premiers à le déplorer, des véhicules qui ont été incendiés et des gens qui ont été kidnappés, c'était plus de 3000 véhicules et c'était plus de 1500 camions
qui ont pu passer, et c'était plus de 16 000 personnes qui ont pu passer. Mais, comme on a dit, le sensationnel, ce qui ne fait pas le buzz, c'est pas ce qui marche, c'est ce qui ne marche pas. Donc on a plutôt focalisé sur les 16-20 véhicules qui ont été incendiés. C'est aussi le soutien au service pour le combat. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont les évacuations médicales. On a eu plus de 17 caisses VAC, c'est ce qu'on appelle les évacuations, et ça représente plus de 60 personnes des forces armées qui ont été évacuées. On a ce qu'on appelle le liftage des troupes, et là on a plus de 420 PAX, je ne sais pas comment on traduit PAX en français, qui ont été liftés de cette manière. Nous avons la réhabilitation de l'opération Opération Medical Center, donc le centre médical. Nous avons aussi la maintenance des ambulances. Et pour ce qui concerne le soutien logistique, nous avons les donations de rations. On parle de plus de 120 tonnes de rations. On parle de fuel, plus de 31 000 tonnes. On parle d'équipements, on parle de containers, etc. Et je peux continuer ainsi, hein. Le soutien à la communication, il y a le soutien à la formation. Dans le contexte de l'Ituri, c'est plus de 700 militaires FARDC qui ont été formés dans le contexte des opérations asymétriques et des opérations dans la jungle. Voilà, je crois que la liste, elle est longue. Elle est longue. Mais je crois que c'était important de faire cette petite comptabilité de ce qui est fait pour permettre justement aux uns aux autres de mieux comprendre ce qui se passe de l'autre côté. La collaboration existe, même s'il y a des difficultés qui sont inhérentes d'ailleurs à toute opération de cette envergure, mais aujourd'hui, nous vous amenons un peu plus d'éléments. On va prendre la prochaine... Oui, Monsieur le ministre, je voudrais ajouter, parce que j'ai dit FARDC et PNC. Pour la PNC, on fait le renforcement de capacité. On a plus de 13 475 membres de la PNC qui ont été formés avec les policiers, les 400 policiers individuels et les 8 unités de police constituées que nous avons à la MONUSCO. Et parmi ces gens qui ont été formés, ces policiers qui ont été formés, presque 1989 femmes. Et j'en passe. Et nous avons aussi la sécurité avec ce qu'on appelle les stratégies opérationnelles de lutte contre l'insécurité dans les villes, où nous mettons à disposition des numéros verts, nous mettons aussi à la disposition de la police de l'appui logistique en carburant, etc. Et aussi les formations, bien évidemment. Madame Rachel Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Je peux? Madame Bintou Keïta, vous parlez au début, en fait, votre mot d'introduction, vous fustigez les messages de haine distillés à travers les réseaux sociaux, je pense, contre la MONUSCO. On va quitter les réseaux sociaux. C'était contre qui? Non, c'est les messages de haine entre les communautés. Très bien. C'est pour ça que j'ai parlé de intracommunautaire et intercommunautaire. Je rentre à la MONUSCO. Vous avez tous les moyens nécessaires pour avoir le feedback de ce que pense la population de votre présence en République démocratique du Congo et particulièrement les provinces de l'Est de la RDC. L'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu. Quel est à ce jour le feedback que vous avez, que vous pouvez nous dire de ce que la population pense de votre présence en République démocratique du Congo? J'ai entendu une phrase de vous, que c'est les Congolais eux-mêmes qui ont la clé pour la paix. Ça veut dire que même la MONUSCO n'a pas de formule magique pour apporter la paix en République démocratique du Congo. La dernière question, c'est en rapport avec la mutualisation des efforts FARDC, armée ougandaise. Jusqu'à ce jour, à mi-parcours, quel est le point de vue de la MONUSCO face aujourd'hui à ce que toute la population congolaise qualifie des
des retombées positives jusque-là, depuis cette mutualisation d'efforts? On ne demande pas votre jugement, mais votre point de vue sur ce qui est déjà réalisé jusqu'aujourd'hui. Je crois que peut-être que vous allez reformuler la question pour que la dernière partie de la question, pour que madame vous saisisse bien. Mais je crois qu'ici, il faut pas qu'on se perde. Parce que la mission des Nations Unies au Congo, c'est une mission d'appui. Les tâches régaliennes sont dévolues à notre État. Et vous connaissez plus ou moins dans quel état, dans quel contexte la MONUSCO est arrivée ici après les guerres successives que nous avons connues entre 2001 et 2003. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas regarder la MONUSCO comme étant la structure qui doit régler les problèmes ou ramener la paix. Non, c'est une structure qui est venue nous appuyer. Et nous faisons face à des difficultés structurelles qui sont connues. Mais aujourd'hui, c'est l'effort que madame a fait tout à l'heure de démontrer qu'il y a des pas qui ont été faits. Et des pas qui sont énormes. Mais fort malheureusement, lorsqu'on parle d'un mort de plus, dans un pays où on est censé avoir la mission qui était à l'époque la plus grande mission des Nations Unies au Congo, c'est tout à fait normal qu'il y ait des ressentis hostiles. Mais je crois que vous, l'avantage que nous avons justement, c'est que vous comme nous pouvons être des observateurs à partir des indices précis sur des points précis. C'est pour ça qu'il est important, Madame Bintou, de voir dans quelle mesure nous allons améliorer la communication pour que les journalistes qui sont en contact quotidien avec nos populations soient en mesure de mieux comprendre ce que vous faites et ce que nous faisons ensemble pour que dans les jugements qui est fait, le jugement se fasse sur base des faits objectifs par rapport aux objectifs initiaux des départs. Voilà, madame, ce que je pouvais dire en liminaire, en introduction à vos réponses. Je vous ai permis de respirer un peu aussi. Non, juste pour dire, vous savez, lorsqu'on est dans un dialogue, est-ce qu'on entend ce qui est dit ou est-ce qu'on ne fait que entendre ce qu'on a déjà dans la tête? Et moi, j'ai l'impression qu'ici, comme vous l'avez dit, quelque part, il va falloir faire évoluer la manière de dialoguer, parce que très souvent, j'ai l'impression qu'on est dans un dialogue de sourds, en fait. C'est ça mon impression. Vous avez parlé d'objectivité. Je pense qu'un regard objectif de la situation permettrait d'avoir probablement des allers-retours entre les différents interlocuteurs d'une manière différente. Mais bon, que cela ne tienne, c'est aussi ça, le travail, c'est de continuer à être patiente et de continuer à communiquer sur les mêmes questions, reformulées de différentes manières. Personnellement, ce que je vois lorsque je suis sur terrain, puisque je voyage beaucoup, je fais beaucoup le voyage entre Kinshasa et l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, et dans une certaine mesure Tanganyika. Tanganyika, j'y ai été simplement, je crois, 3 fois, tandis que mes collaborateurs y ont été beaucoup plus de fois. Mais Beni, Bunia, Bukavu, Uvira et d'autres lieux, j'y suis assez régulièrement. Il y a plusieurs formes de feedback. Il y a le feedback, je suis désolée de le dire ainsi, des politiciens. Il y a le feedback des parlementaires. Il y a le feedback de la société civile. Il y a le feedback des religieux. Il y a le feedback des humanitaires. Il y a le feedback, il y a plusieurs feedbacks qui coexistent dans le même espace-temps. Et dans ce même espace-temps, très clairement, il y a ceux qui prennent la parole en disant, là c'est la généralité. Et moi, je dis, ce n'est pas la généralité. Vous pouvez représenter la voix d'un groupe particulier qui s'exprime et vous donner votre feedback, positif ou négatif. La même chose pour tous les différents groupes. Mais bon an, mal an, moi ce que j'écoute, c'est essentiellement ceux que nous protégeons tous les jours. Et je l'ai dit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et eux nous disent, Madame Keïta, nous avons besoin de continuer à avoir la protection de la MONUSCO jusqu'au jour où la FARDC et la PNC sont en mesure de nous protéger. Et c'est ce que aussi la résolution du Conseil de sécurité dit. La première responsable pour la protection, c'est l'autorité. Et il le dit en disant ceci. Rappelons,
Ça, c'est la 26-12. Rappelons que c'est au gouvernement congolais qu'il incombe au premier chef. Ce n'est pas qu'on essaye de se défausser. Au premier chef, de protéger les civils se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction, et notamment de les protéger des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Ça, c'est la première page de la résolution 26-12. Donc, comme le disait tout à l'heure son Excellence, Monsieur le Ministre, la responsabilité première, c'est avec l'autorité, et nous venons en appui et nous faisons de notre mieux dans le contexte de cet appui. Voilà, prochaine question, Richard Chako, puis ce sera Pichoumoumba. On va commencer à atterrir bientôt parce que c'est la période des fêtes, il faut vous permettre de rentrer. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame Bintou Keïta, vous demandez aux Congolais de changer de narratif par rapport au comportement de la MONUSCO sur terrain. Est-ce que vous comprenez la désolation, la peine de cette population qui vit des massacres qui se commettent non loin des bases de la MONUSCO, même si cela ne s'est pas fait pendant votre mandat, mais pendant le mandat de vos prédécesseurs, on a vu les populations massacrées non loin de la base de MONUSCO, qui est restée presque indifférente. Et puis, je ne sais pas si vous le connaissez, madame, la RDC compte 26 provinces, mais les 3 provinces dans lesquelles la dernière résolution des Nations Unies demande à ce que la MONUSCO puisse concentrer ses efforts, c'est-à-dire le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri, ont toujours constitué le ventre mou de la RDC. C'est ce qui fait croire à certaines populations que la MONUSCO, depuis qu'elle est là 22 ans après, son travail est nul, madame. Merci. Oui, alors on va revenir en arrière avec exactement ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire que si vous continuez sur cette logique, ça veut dire que votre pays, il n'y a rien qui s'est passé depuis 22 ans, ce qui n'est pas vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est vraiment, enfin moi je ne sais pas, en tant qu'Africaine, je me sens interpellée par ce genre de raisonnement et de questions. Comment est-ce qu'on peut dire, est-ce que Kinshasa d'aujourd'hui, c'était le Kinshasa d'il y a 20 ans, non? En 2001, en 2003. Est-ce que Lubumbashi, c'est Lubumbashi de... On s'est retiré de 9 provinces, monsieur. On s'est retiré aussi des Kasaï cette année. Et si tout va bien, si les conditions sont réunies, on va se retirer de Tanganyika. La même chose arrivera pour l'Ituri et les 2 Kivu. Quand les conditions seront réunies, et c'est là le travail qui a été fait avec l'autorité gouvernementale et aussi avec la société civile, c'est de dire quelles sont les conditions minimales qui doivent être réunies sur terrain et fait avec une évaluation conjointe de tout le monde, du gouvernement, des partenaires, de la société civile, pour se mettre d'accord. C'est le temps de partir de façon graduelle, responsable, pour ne plus revenir. Voilà, on va prendre la dernière série de questions, comme ça on a l'occasion de les épuiser toutes. Israël Moutala, la prospérité. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. Ma question s'adresse à Madame la représentante du CG de l'ONU. Que feriez-vous qui n'eût été fait jusqu'ici pour assurer efficacement la protection des civils dans un contexte de terrorisme? Parce que quand je lis la 26-12, elle vous demande de mieux coordonner vos actions, vos activités avec les FARDC. Est-ce que c'est ça l'unique particularité de cette résolution? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez améliorer vos process? C'est vraiment une question très importante pour assurer la sécurité des Congolais. Et enfin, ma deuxième question, c'est par rapport à l'état de siège. Quel est le point de vue de la MONUSCO par rapport à l'état de siège? Est-ce qu'il y a eu amélioration de la situation sécuritaire? Y a-t-il eu stagnation ou y a-t-il eu recul? Parce que vous êtes quand même des témoins privilégiés des questions sécuritaires, parce que vous travaillez avec les FARDC. Merci.
va prendre la dernière série, comme ça nous permet de répondre une fois pour toutes. Merci Excellence. Gloire Finfer du journal La Prospérité. Une question à Madame la représentante du CG. Il y a 6 jours, le président uruguayen avait été signalé à Goma, au Nord Kivu, une province sous état de siège. D'ailleurs, on vous a vu quelques temps après à ses côtés. C'était quoi l'enjeu de sa visite en République démocratique du Congo? Et puis une question d'actualité au ministre Mouyaya concernant les chinchards. Le chinchard, quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour que la population puisse les consommer? Merci. Dadi Songozo pour le compte de TV5 Monde. Première question. Nous avons des camps de déplacés. Par exemple en Ituri. J'étais en tout début de ce mois. Il y a eu le camp de Drodro qui était attaqué, pour ne pas parler d'autres cas qui ont précédé. J'aimerais avoir une idée. Comment est-ce que la MONUSCO, la police, les FARDC s'organisent pour sécuriser ces gens qui ont fui l'insécurité mais qui viennent encore s'offrir à l'insécurité. Deuxième question. Un enfant, même si vous ne voulez pas qu'on parle du bilan négatif, nous sommes obligés d'en parler au regard de ce que la population nous dit. Un enfant qui fait les études de lettres, qui échoue en latin, mais qui obtient 95%, vous êtes maman, vous serez satisfaite de ces résultats. Est-ce que cet enfant va passer dans la classe supérieure? Parce que tous les Congolais attendent de la MONUSCO la sécurité, bien qu'il y ait d'autres services sociaux. Merci. Merci pour la parole. Je suis Jean-Marie Nkamboua du journal L'Avenir. Monsieur le ministre, je voudrais un peu savoir, parce qu'à écouter Madame Bintou, qui a donné ce que l'on peut appeler comme des conditionnalités pour le retrait de la MONUSCO, on se rend un peu compte que ces conditionnalités ne peuvent pas être réalisées dans un bref délai. Vous, au niveau du gouvernement qui maîtrisez la question, pouvez-vous nous dire ou nous donner les délais du retrait de la MONUSCO et nous dire aussi si le gouvernement est réellement prêt à réaliser la série de conditionnalités? Madame Keïta, j'attends la réaction de la MONUSCO. Moulego Pascal pour RFI. J'attends la réaction de la MONUSCO depuis 6 mois. Pour les États-Unis et les autorités congolaises, les ADF sont affiliés à l'État islamique, à Daesh. Ça fait 6 mois, la position de la MONUSCO est totalement ambiguë. À propos, est-ce que cela voudrait dire que les autorités congolaises sont alarmistes? J'aimerais aussi savoir, pour ce qui est de la FIB, la brigade d'intervention, qu'est-ce qui a évolué dans la configuration de cette force? Parce que pour une menace, entre guillemets, que vous appelez depuis 7 ans asymétrique, on n'a pas besoin d'une présence robuste, d'une force, d'une brigade de 3000 casques blés. Qu'est-ce qui a évolué dans la configuration? Pendant que j'étais assis, j'ai eu le texto d'un habitant de Béni qui me disait que vous avez récemment annoncé le déploiement des casques bleus kenyans, mais bon, la personne dit qu'elle n'a jamais vu ces casques bleus. Qu'est-ce qu'ils font sur place à Béni? Alors, la dernière question. Ma question, je l'adresse à Madame Bintou Keïta. Madame, vous appuyez sans tirer. Vous êtes en train de soutenir sans pour autant apporter l'appui feu. Les soldats onusiens, quand est-ce qu'ils vont se ranger à nos côtés pour traquer réellement l'ADF et les Codeco sans autorisation de New York sur le terrain? Merci. Voilà, madame, je vous laisse enregistrer toutes les questions qui vous ont été posées. Je vais répondre rapidement à la question de Jean-Marie Nkamboua. Madame l'a dit tout à l'heure, la MONUSCO a quitté 9 provinces. Elle a quitté 9 provinces parce qu'il y a eu de progrès et des objectifs en fonction des besoins sécuritaires qui ont
requis la présence de la mission des Nations Unies. Tout à l'heure, dans le nouveau mandat, on parle du retrait annoncé dans la province du Tanganyika. Je crois que là aussi, avant que le retrait ne soit effectif, il y a des discussions, un dialogue stratégique qui existe entre la MONUSCO et les gouvernements de la République sur base des indicateurs qui permettent d'arriver à de telles décisions qui permettent le retrait. Aujourd'hui, je ne serai pas en mesure de vous dire quand est-ce que la MONUSCO doit quitter, parce qu'il y a des besoins qui demeurent importants en termes de sécurité en Ituri, dans le Nord Kivu. Je ne voudrais pas anticiper sur peut-être les besoins du processus électoral qui va arriver, parce que la MONUSCO est aussi intervenante dans ce qui s'est fait dans ce cadre-là, notamment pour la facilité d'un certain nombre de besoins logistiques. Et donc, nous, gouvernement, la détermination du président Tshisekedi est très claire là-dessus. La MONUSCO, ce sont des partenaires qui sont venus pour un objectif précis. Nous travaillons avec eux là où nous pouvons, mais nous, le gouvernement, nous nous attelons à faire notre part. Parce qu'il ne faut pas nous penser que c'est la MONUSCO qui viendra à terme à régler tous nos problèmes. Mais il y a des indicateurs qui nous permettront, les moments venus, comme on a fait pour les 9 autres provinces, d'évaluer si cela doit continuer ou pas. De toute évidence, les départs, on en parle. Les retraits, nous en parlons. Pour nous, c'est un processus qui va finir par donner son résultat. Voilà. La question sur les chinchards, j'y reviendrai à la fin. Madame Bintou. C'est quoi les chinchards? Les chinchards, c'est des poissons. Ah, ok. D'accord. Très bien. Alors peut-être je commence avec la fin sur la question de l'appui feu et les opérations contre ADF et Codeco. Moi, je suivais depuis New York la République démocratique du Congo lorsque je suis arrivée sur les plusieurs années où la ADF a existé. On m'a expliqué que la dégradation de ADF était jusqu'à moins de 1000, je crois, en termes de force. Et les tactiques opératoires ou le mode opératoire des ADF a évolué au cours de ces dernières années, et notamment au cours de l'année dernière et de cette année, avec les attaques en utilisant des engins explosifs improvisés. Et ça, c'est une menace supplémentaire de celle qui consiste à massacrer les populations au quotidien dans des mesures de représailles contre les populations, parce qu'on a remarqué dans les tendances, lorsqu'il n'y a pas d'opération offensive, plus ou moins les choses se calment avec ADF. Lorsqu'il y a des opérations offensives, à ce moment-là, il y a les attaques de représailles contre les populations civiles et en fait aussi contre la FARDC et contre la PNC. Et par ricochet, nous avons aussi des attaques qui sont faites contre la MONUSCO, plus avec ce que j'appelle le caillassage, parce que ça a l'air d'être un sport très favori au niveau des communautés pour exprimer leur frustration et leur colère. L'appui-feu fait partie de ce que la force onusienne peut faire, mais il y a des conditions très spécifiques pour pouvoir le faire. Et je voudrais vous ramener à la résolution 2612 qui, dans sa partie, en ce qui concerne les groupes armés, dit très clairement, et là, c'est un peu comme si on est devant, vous avez parlé, je crois que quelqu'un a parlé de maîtres et d'élèves ou de parents, etc. Nous, nos parents, c'est le Conseil de sécurité, c'est les 15 membres du Conseil de sécurité. Et voilà ce qu'ils disent par rapport à la force. Et c'est le paragraphe 28, et je vous invite à vraiment le lire. Prie la MONUSCO de veiller à ce que l'appui fourni aux opérations menées par les forces de sécurité nationales, notamment sous la forme de rations ou de carburant, ne le soit que dans le cadre d'opérations conjointes, planifiées et exécutées en commun, et fasse l'objet d'un contrôle et d'un examen minutieux, notamment de l'équipe pays des Nations Unies, et soit strictement conforme à la politique de diligence voulue en matière de droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, faute de quoi cet appui sera suspendu. Donc,
vous comprenez qu'on a deux revers de la médaille ici. On a la dégradation des groupes armés d'un côté et on a notre priorité stratégique numéro 1 qui est la protection des civils. Et je sais parce que quand j'ai parlé avec beaucoup de personnes de la société civile, ils me disent oui, il y a un refus de la part de la MONUSCO de faire de l'appui-feu lorsqu'il y a des civils qui sont autour. Mais voilà, dégrader les groupes armés sans pour autant causer des dégâts avec la population civile. Donc ça, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut tenir en compte. Vous m'avez posé la question la dernière fois. Je sais que ce n'est pas toujours que nos partenaires de la FARDC sont d'accord avec nous, mais, je le répète encore, la RDC fait partie des États membres du système des Nations Unies et a souscrit à cette politique de diligence voulue en matière des droits de l'homme. Donc voilà, donc ça c'est par rapport à la question sur l'appui-feu. Après, sur la question de ambiguïté sur le label concernant ADF et terrorisme, ce qui s'est passé, c'est que nous avons, et là je crois c'est RFI qui a posé la question, si vous avez écouté ce que j'ai dit le 6 décembre dernier au Conseil de sécurité, j'ai très clairement dit que nous voyons une évolution en termes de ramification avec l'État islamique, mais nous n'avons pas encore à notre niveau cette définition qui est validée par les 15 membres du Conseil de sécurité. Et jusqu'à ce que ce soit validé par les 15 membres du Conseil de sécurité, nous, on reste dans l'appellation que le gouvernement et les États-Unis ont donnée à ce groupe. Nous voyons les ramifications et nous nous en tenons pour l'instant à cela. Et je crois que vous allez en continuer à me dire la prochaine fois, vous restez encore sur votre faim, mais je ne peux pas vous raconter d'histoire, c'est ça la réalité. Sur les forces, la FIB et les QRF, les unités mobiles rapides, nous avons fait évoluer, après 3 ans de négociations avec les pays membres de la SADC, notamment le Malawi, la Tanzanie et la République sud-africaine, nous avons fait évoluer en disant on va ajouter aux statiques des forces rapides et donc de mobilité et de flexibilité. Et là, c'est la Tanzanie qui a une unité rapide et la Tanzanie est arrivée au mois de mai. Et en fait, quand la Tanzanie est arrivée, c'est là aussi les contradictions entre les attentes de la communauté, de certaines communautés et leurs propres contradictions, quand ils ont caillassé et ils ont voulu empêcher le passage des équipements de l'unité mobile tanzanienne pour arriver à Beni. Donc entre Kasindi et Beni, si ma mémoire est correcte, on a dû jouer pour pouvoir que l'unité mobile tanzanienne puisse avoir ses équipements. Ensuite est arrivé dans l'ordre, donc Tanzanie en premier, ensuite le Kenya. Lorsque le Kenya est arrivé, c'était ce moment-là où les axes stratégiques de la RN27 et de la RN4 étaient on and off de manière régulière. Et je sais qu'ils ont été utilisés pour s'occuper de ces axes stratégiques, à la fois pour le passage des populations, mais aussi c'est un peu l'axe économique stratégique pour beaucoup de gens. Et vont arriver le Népal, qu'une partie de leur avant-troupes, comment on dit, advance party, je ne sais pas comment on le dit en français, désolé, sont déjà arrivés. On attend leurs équipements et ensuite les derniers qui vont arriver, c'est la République sud-africaine et ça va compléter le renforcement de la FIB dans ses unités mobiles. Mais je le dis toujours, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on n'a pas les 4 troupes unités mobiles ensemble que rien n'est fait. Et encore une fois, il faut objectivement aller poser la question à notre force pour savoir qu'est-ce qui est fait avec les unités kenyanes, les unités tanzaniennes et bientôt avec les unités népalaises. Et tout ça, ça a pris du retard, je le répète, à cause de la situation avec le Covid-19. Sur les camps de déplacés, j'étais au site de Roé il y a quelques jours, pas si longtemps que ça. Plus de 60 000 personnes se sont déplacées plus que 4 fois dans la zone. Et ils sont où? Ils sont au site de Roé où on a une base temporaire, on appelle ça un TOB, avec moins d'une centaine, moins de 200
casques bleus qui s'occupent de plus de 60 000 personnes, de les sécuriser. Et là, lorsque j'ai interagi avec eux et qu'on s'est parlé, ils m'ont dit, Madame Keïta, nous, tout ce qu'on veut, c'est de pouvoir retourner dans nos villages d'où nous avons quitté. Est-ce que c'est possible d'avoir une base temporaire qui serait dans les vicinités de Drodro pour que nous puissions retourner? Parce que nous avons nos champs et nous voulons pouvoir aller nous occuper de nos champs. Hier, je crois, en fin de journée, le commandant de la force m'a expliqué qu'ils ont fait la reconnaissance et il y aura une base temporaire qui va être déployée dans la vicinité de Drodro pour permettre ce retour, parce que c'était à la fois la demande des personnes déplacées et la demande des autorités provinciales. Uruguay. Alors, moi, c'est une première de voir la visite d'un président de la République qui vient visiter ces forces spéciales, ces troupes qui sont dans un pays. J'ai vu des premiers ministres, des ministres de la Défense qui ont fait ce genre de voyage, mais président, c'était la première fois. Donc, bien évidemment, puisque ces troupes uruguayennes sont à l'intérieur de la force onusienne, ils ont des équipages avec des hélicoptères, ils ont aussi des forces spéciales qui sont déployées pour aider à renforcer certains de nos contingents. Donc, bien évidemment, je l'ai accompagné. Il est arrivé le vendredi dernier matin et il est reparti le samedi après-midi de retour chez lui. L'objectif était très clair. C'est un président qui, comme on dit, a de l'attention pour ses troupes déployées à l'étranger et il voulait venir passer la Noël avec ses troupes. Et c'est ce qui s'est passé. État de siège, opinion. Alors, nous avons à la fois des choses bonnes en termes d'endroits qui ont été, où on a délogé effectivement les ADF, mais en même temps, on sait aussi que, puisque les effectifs de l'armée et de la police ne sont pas suffisants, les ADF trouvent toujours le moyen de contourner pour venir faire des mesures de représailles. Et nous savons aussi que parmi les aspects où nous ferions des recommandations en tant que MONUSCO, c'est de voir que pour la justice, notamment, là, avec la justice militaire qui suit son cours, ceux qui ont besoin de la justice civile, il y a eu des goulots d'étranglement et ce serait bien que cette justice civile puisse jouer son jeu pour éviter justement les conflits, les différends qui après peuvent, comme on dit, prendre une vie en eux-mêmes parce que la justice civile n'est pas disponible puisque c'est la justice militaire qui aura pris le relais. Donc ça, c'est des éléments. Et l'autre élément, malheureusement, on a vu aussi sur des questions de conduite et de discipline, une augmentation, notamment en Ituri et au Nord Kivu, des violences sexuelles. Et ça, c'est quelque chose que nous avons tous à déplorer. Mais je sais aussi qu'il y a des efforts qui sont faits par l'autorité pour adresser ces questions avec l'appui de notre police onusienne, mais aussi avec des partenaires de la RDC comme la Suède, la Norvège et d'autres qui aident avec du déploiement d'experts pour aider à gérer ces questions. Et j'ai aussi vu la première dame qui se préoccupe aussi de ces questions. Et donc, je me dis, on est dans quelque chose qui n'est pas nécessairement complètement rond, mais c'est aussi ça la vie. Il y a des aspérités et il faut gérer les aspérités. Voilà, il y a encore une question qui demeurait. Vous étiez la star aujourd'hui, de toute évidence. Ah oui. Alors, FIB, j'ai répondu. Kenyan, j'ai répondu. ADF, Codeco, Appui-Feu, j'ai répondu. Sur la question, ah oui, parce que c'est revenu deux ou trois fois sous différentes formes. Bien évidemment, en tant que chef de la MONUSCO, je prends acte des aspects sur lesquels nous, comme mission, nous pouvons améliorer ce qui est fait, mais je dois dire, au vu des conditions dans lesquelles les hommes et les femmes qui participent de la mission MONUSCO travaillent, et dans certains cas dans l'hostilité dans laquelle ils sont confrontés, je ne peux qu'être fier de tout ce qui est abattu par les hommes et les femmes de la MONUSCO, qu'ils soient militaires, qu'ils soient policiers, qu'ils soient civils, qu'ils soient volontaires, qu'ils soient personnel national ou personnel international.
Et ça, je suis désolée, c'est en tant que maman, je ne vais pas commencer à, comme on dit, fustiger entre guillemets, les enfants. Il y a différentes manières d'accompagner les enfants. En tant qu'ancienne représentante de l'UNICEF, je peux très clairement dire ça. Voilà, merci. Voilà, je vous remercie. Je vous laisse souffler. Peut-être que vous aurez un tout petit mot à la fin, peut-être de vœux. Ici, je voudrais revenir sur 2, 3, 4, 5 choses. La première, c'est sur l'état de siège et son bien fondé. L'état de siège est une mesure spéciale qui a été prise par des conditions qui ont été dictées par la dégradation de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Nous n'avons jamais dit que l'état de siège mettrait fin automatiquement au massacre. Mais l'avantage que nous avons avec l'état de siège, c'est que d'abord nous avons brisé l'omerta sur ces questions parce que nous en parlons quotidiennement, mais que par la suite, notre armée, notre police se déploie quotidiennement sur le terrain dans des conditions qui sont difficiles, qui sont connues, pour apporter des solutions. L'état de siège vient parallèlement avec la justice. Il y a véritablement un besoin de justice pour ceux qui subissent des écarts aujourd'hui, pour ceux qui ont subi hier. Tout à l'heure, la représentante parlait des violences sexuelles. Vous avez tous suivi l'engagement du président de la République à l'occasion du lancement de l'atelier qui a permis à la première dame, notamment, de mettre en place des dispositifs pour le fonds des réparations de violences des femmes victimes de violences sexuelles. Les discours que le président de la République avait fait ces jours-là est bien clair. Et d'ailleurs, vous avez vu à l'occasion le docteur Denis Mukwege aussi intervenir. C'est vraiment un changement de narratif sur cette question de violence sexuelle parce qu'il y a un engagement ferme au niveau du gouvernement pour qu'il y ait un mécanisme qui permette de réparer pour celles qui ont été victimes. La justice suivra. On parle de mécanismes de justice transitionnelle. Le combat du docteur Mukwege a été bien porté ces jours-là et les engagements pour la restauration de la justice sont sans concession au niveau du président de la République. Ici, la vérité, c'est que nos populations doivent encore être patientes, fort malheureusement, parce que la situation dure depuis bien longtemps, parce que l'état du pays est dans un état que je ne saurais pas décrire, parce que très longtemps, pendant autant d'années, vous avez vu le président de la République qui circule dans le Congo profond, vous avez vu son cortège s'embourber. C'est les résultats de l'héritage. Parce qu'en réalité, on a passé des décennies à ne pas travailler, à construire une économie, à construire notre pays. Aujourd'hui, comme j'aime à le dire et le répéter, vous pouvez tout nous reprocher, mais vous ne pouvez pas nous reprocher la volonté de faire différemment. Et la présence du président de la République à l'intérieur illustre bien cette détermination. Et bientôt, en 2022, j'espère que vous serez des nôtres, lorsque nous allons lancer avec le président de la République, donner un nouveau coup de pouce sur le programme de 145 territoires, vous comprendrez mieux l'approche. Parce que l'idée, c'est de dire, on amène un bureau de l'état civil parce qu'il faut une présence de l'État, une école, un centre de santé, de routes et des recettes agricoles. Aujourd'hui, les meilleurs moyens de lutter, de mettre fin au phénomène de groupes armés, c'est de leur donner des possibilités d'avoir du travail, justement, parce que ce sont nos enfants qui se sont égarés. Et donc, c'est toutes ces approches qu'il faut essayer de concilier en même temps. C'est complexe et difficile par rapport à l'immensité du pays, mais notre volonté est plus grande, on va y arriver. Et c'est même pour ça que le président de la République a, de manière claire, renforcé la collaboration avec les Nations Unies. Et vous avez vu que cet exercice ne sera pas le dernier, parce que ça donne justement les déficits d'information, madame, que vous l'avez reconnu ici, nous n'avons pas assez communiqué sur ce que nous avons fait qui était positif. Lorsque nous parlons du changement de narratif, c'est parce que justement, nous pensons qu'il est temps qu'on fasse un peu plus attention à ce qui est positif. Parce que finalement, dans tous les pays du monde, il y a de mauvaises nouvelles chaque jour. Mais quand on parle de la RDC, on peut faire un effort pour commencer à parler des choses qui marchent. Il y a des exemples qui peuvent tomber à foison. Alors, je vais terminer avec la question de Ferré sur les Chéchards. C'était une promesse du gouvernement. Je me souviens qu'à l'époque, nous étions avec le président de la République installé à Goma en juin, au Conseil des ministres, où le ministre de l'économie est venu parler du juste prix. L'enjeu pour nous, ce n'est pas de vendre des Chéchards à des bas prix ou à des prix réels, mais l'enjeu premier pour nous, c'est de nous assurer que les produits qui sont vendus aux Congolais soient des produits qui sont vendus au prix juste. Pourquoi? Parce que ça fait autant d'années
que nous savons tous que la plupart des importateurs surfacturent et qu'il y a dans la structure de prix des éléments qui ne devraient pas y figurer. On a commencé les discussions avec les opérateurs, d'abord dans les secteurs aériens. Il y a eu des avancées, les prix du billet ont baissé, mais la conversation est un peu plus difficile avec les importateurs. Mais entre-temps, parce que nous parlons toujours du peuple d'abord, il y avait un besoin impératif par rapport aux périodes de festivités de pallier au plus pressé, et c'est ce qui a été fait avec le ministère de l'économie, et nous pensons que l'année qui viendra, parce que nous continuons la conversation, et d'ailleurs aujourd'hui lorsque nous étions sur terrain avec le Premier ministre, les mamans sont venues nous dire, et d'ailleurs les autres importateurs ou les Libanais commencent à vendre au même prix que nous. Pour nous l'objectif est atteint. Parce que nous voulons que les prix soient justes, et là ils ont baissé les prix sans exonération, sans une quelconque conditionnalité. Et donc on verra, c'était une solution conjoncturelle, mais on verra dans les structurels comment on va améliorer. Le tout ici, c'est de nous dire, le peuple congolais, en tout cas pour 2022, c'est ça le souhait pour nous, c'est qu'il paye les prix justes qu'il doit payer et qu'il soit à l'aise dans son pays. Madame Bintou, vous avez un dernier mot pour terminer, sûrement vos voeux. Pour profiter de la chaîne nationale, parce que ce soir, tous les Congolais vous suivent autant qu'ils vous ont suivi sur Radio Okapi. Excellence, Monsieur le Ministre, merci, je pense, pour déjà ce forum et aussi pour les questions qui ont été posées. Mon souhait le plus cher, c'est de voir que ce pays, comme je l'ai dit, si magnifique, avec tellement de potentiel, à la fois pour le pays lui-même, mais aussi pour la région et pour le niveau mondial, puisque nous avons vu à travers les déclarations du chef de l'État à Glasgow, à la COP 26, la RDC a un positionnement absolument particulier et unique dans le monde. Donc je ne peux que demander que dans les souhaits, qu'on nous accorde de pouvoir arriver à une paix et à une consolidation de la paix, à une continuation de réconciliation des populations entre elles, parce que je le redis, c'était pas du tout, je ne faisais pas référence à la haine contre la MONUSCO, ça ce n'est qu'un élément, mais le plus important c'est qu'il y ait de l'amour entre les Congolais eux-mêmes et les Congolaises dans le sens de ce qu'on appelle la paix du Seigneur. Et ça pour moi c'est fondamental parce que ce qu'il y a dans les psychés, c'est ce qui se traduit à l'extérieur. Et comme nous allons vers 2022 et que nous savons qu'il y a plusieurs échéances importantes qui nous attendent, j'espère que le dialogue va continuer et que ce sera un dialogue où les uns et les autres s'écoutent et où les forces de proposition pour le mieux-être du pays soient ceux qui dirigent les actions qui sont posées et les discours qui sont posés parce que ce pays a besoin de la paix, de la paix et de la paix. Et comme les mamans me le disent très régulièrement quand je suis sur terrain, ils me disent, Madame Keïta, vous savez, nous, notre premier besoin, c'est la sécurité. Voilà, merci Madame. Les vœux du Président de la République viendront à la veille du Nouvel An. Mais bon, entre-temps, nous souhaitons, à travers vous, nos vœux le meilleur à vos familles respectives. Nous espérons qu'en 2022, vous avez parlé des dialogues, il faut qu'on pérennise les dialogues avec la presse parce que c'est avec elle que nous allons combattre le fake news et faire le travail et mieux communiquer sur le travail que nous faisons. On doit continuer de rendre hommage à nos vaillants soldats qui, malgré cette période de fête, ils sont au front, ils sont vigilants et l'attentat de Béni est un signal de plus qui a mis la pression sur eux, nous espérons, et nous continuons à prier pour eux, autant que nous allons prier pour l'âme du colonel Kiembe Melchior qui a été sauvagement assassiné dans la nuit du 28 au 29 décembre dernier dans les Hauts-Plateaux, que sa famille reçoive les condoléances du gouvernement et du commandant suprême. Pour le reste, que Dieu vous bénisse davantage. Nous aurons l'occasion de nous revoir pour célébrer les Nouvel An comme on les célèbre à Kinshasa. Madame Bintou, je réitère nos vœux aussi. Merci. Voilà, merci.